Alan est un raté, mais un puissant seigneur démon, un solitaire professionnel. Cependant, sa vie solitaire prend un tournant quand une noble canaille en fuite apparaît soudainement dans son jardin, le forçant à l'accueillir et lui offrant sa protection en échange de nuits torrides et de leçons coquines. Dans une forêt sombre et inquiétante, où un groupe de gardes royaux traque une criminelle en fuite, leur capitaine est bien décidé à la capturer. Mais l'un de ses hommes l'avertit que cette forêt est dirigée par un maléfique seigneur démon, ce qui pousse les gardes royaux à quitter la forêt pour leur sécurité. Pendant ce temps, Charlotte profite de cette occasion pour s'échapper et s'enfonce en courant dans la forêt. Mais cette idiote ne fait pas attention où elle met les pieds et tombe d'une falaise comme un sac de patates. Alors qu'elle gît impuissante sur le sol, Charlotte aperçoit un magnifique manoir au loin juste avant de perdre connaissance. Le lendemain matin, le soi-disant seigneur démon Alan Crawford lit son journal du matin comme un père divorcé. À cet instant précis, il perçoit un trouble dans la forêt et décide d'aller voir. Il s'enfonce dans les bois où il découvre une horde de créatures monstrueuses réunies en une formation d'une tension inhabituelle. Cependant, dès qu'il s'en approche, à la grande surprise d'Alan, une femme d'une beauté saisissante gît inconsciente dans la clairière. Au moment où il la soulève, il perçoit une présence hostile non loin et se téléporte instantanément derrière un garde royal. Alarmé par cette apparition, le garde fonce avec son épée sur Alan, mais ce dernier esquive l'attaque sans le moindre effort. Alan reconnaît l'emblème violet et se demande pourquoi ces idiots traînent dans son arrière-cour. Le capitaine de la garde royale s'avance et déclare que Charlotte est une criminelle dangereuse qui a déshonoré le royaume de Nehruz. Voulant faire le dur, le capitaine exige qu'Alan la lui livre. Mais le seigneur démon a une politique de tolérance zéro pour ce genre de bêtises. Il sent immédiatement que les gardes mentent et refuse catégoriquement. Le capitaine ordonne follement à ses hommes d'attaquer, mais Alan, sans même prononcer un mot, lance un sort qui les immobilise tous avec des liens de glace. Les soldats terrifiés réalisent enfin qu'ils ont affaire au vrai seigneur démon de la forêt. Puis, avec un sourire glaçant, Alan utilise un sort de rêve fantôme pour effacer la mémoire des gardes, leur faisant croire qu'un monstre avait dévoré Charlotte. Il renvoie ensuite les zombies sans esprit, retournant au royaume de Nehruz, ignorant et totalement inconscient de ce qui s'est réellement passé. Emmenant Charlotte dans son manoir encombré, il a du mal à croire que cette fille à l'air fragile est une dangereuse criminelle, car elle ressemble plus à un chiot blessé. Quand Charlotte se réveille enfin, elle est surprise de trouver un top-G japonais lui offrant à boire. Alan lui montre calmement le journal, révélant qu'il sait qu'elle est la fiancée déshonorée du prince Cécile du royaume de Nehruz. Charlotte insiste rapidement que l'histoire est fausse, supposant qu'il la dénoncera. Mais Alan révèle nonchalamment qu'il a un détecteur de mensonges intégré et peut facilement dire si elle dit la vérité. Pour la première fois de la vie de cette fille, quelqu'un l'a réellement cru et Charlotte fond en larmes comme Jordan Peterson. Dans un flashback, nous voyons une somptueuse fête royale où le prince Cécile accuse publiquement Charlotte d'avoir commis des méfaits contre le royaume de Nehruz. Malgré ses protestations, personne n'a interrogé le prince, elle fut donc immédiatement arrêtée par les robustes gardes royaux et condamnée à 50 ans de prison. Après avoir entendu son histoire, Alan est convaincu qu'elle a été piégée car Charlotte est bien trop stupide pour avoir commis de tels crimes contre son propre fiancé. Charlotte remercie Alan pour son aide mais elle décide de partir. Elle affirme que son statut de fugitive ne lui causera que plus d'ennuis. Mais Alan, remarquant que sa maison est un vrai dépotoir, l'interrompt et lui offre un poste de femme de ménage logée. Charlotte avoue n'être qu'une femme de ménage moyenne, mais son honnêteté impressionne ce type. Alan lui promet un salaire, de la nourriture et une chambre, mais elle hésite toujours à cause de son statut criminel. Puisque Charlotte n'accepte pas son offre directe, Alan change de tactique et agit comme un étrange méchant de film. Il simule une malédiction magique sur lui-même, affirmant que son cœur cessera de battre, à moins qu'elle n'accepte de travailler pour lui. Perplexe face à ses manigances un peu folles, et percevant sa sincère intention de l'aider, Charlotte finit par accepter cette offre d'emploi. Le lendemain, Alan rentre chez lui et est stupéfait de trouver sa maison étincelante de propreté. Il félicite Charlotte pour son travail acharné, surtout qu'elle était autrefois une princesse. Même si elle lui rappelle que le ménage est techniquement son travail, Alan continue de faire l'éloge de la fille comme les streamers Twitch. À ce moment-là, il se souvient à quel point ses mains étaient rugueuses et calleuses quand il l'a trouvée dans la forêt. Alan réalise que, bien que née noble, Charlotte était traitée comme une servante par sa propre famille. Cette prise de conscience le rend encore plus déterminé à trouver la vérité. Quand Charlotte demande avec impatience sa prochaine tâche, Alan lui dit de prendre son jour de congé et de faire ce qu'elle veut. Il se retire ensuite dans son bureau pour se plonger dans ses nouvelles recherches sur les sorts magiques. Cela rend Charlotte légèrement contrariée, mais elle accepte les ordres de son nouveau maître et obéit poliment. Les heures passent. Et le soir venu, Alan se lève enfin pour étirer son corps dégoûtant. Cependant, il sursaute, surpris par Charlotte derrière lui, qui était restée dans son bureau tout ce temps. Quand il lui demande ce qu'elle fait, Charlotte lui répond qu'elle compte les grains sur le parquet en bois, juste pour s'amuser. Pendant un instant, Alan pense que cette fille est complètement folle, mais il réalise rapidement qu'elle n'a pas de passe-temps comme une personne normale. Sa réponse complètement authentique résonne étrangement chez Alan. Je veux dire son cœur. Plus tard, Alan s'assoit avec Charlotte et lui demande ses passe-temps. Elle ne mentionne que les tâches de nettoyage, ce qui frustre énormément Alan. Alors, étant le drôle de personnage qu'il est, Alan met au point un plan. Avec l'assurance d'un coach de vie autoproclamé, il lui annonce qu'il va lui offrir un cours accéléré sur tous les plaisirs coquins que ce monde peut lui offrir. Cette nuit-là, Alan rentre chez lui avec une montagne de bonnes choses du marché. Il prétend avoir vendu toutes ses potions magiques pour acheter à manger pour Charlotte et l'exhorte à tout dévorer. Comme prévu, elle refuse de profiter de ses cadeaux, insistant sur le fait qu'il a déjà fait assez pour l'aider. Mais Alan la pousse doucement et la convainc que c'est bien de se laisser aller de temps en temps. Puis, adoptant pleinement son côté excentrique, il lui dit de laisser libre cours à ses impulsions les plus folles à partir de maintenant. Charlotte est complètement déconcertée par son comportement étrange et inattendu, mais Alan insiste que ce soir, ils mangeront tout le gâteau sans la moindre hésitation. Même alors, cette jeune femme d'une innocence vertigineuse refuse de se faire plaisir.
car manger du gâteau avant de dormir mènerait à un régime déséquilibré. Mais après un peu de persuasion, elle accepte finalement de prendre une bouchée. Quand Alan lui demande si elle a aimé, Charlotte verse une larme car elle n'a jamais rien goûté d'aussi doux, non seulement par le goût, mais par la gentillesse. Bien qu'il soit un pervers refoulé, Alan la réconforte immédiatement et lui promet que dorénavant, il aidera Charlotte à vivre tous les plaisirs coupables qui lui ont été refusés dans sa vie. Cela rend Charlotte un peu plus à l'aise, et elle accepte avec un doux sourire sur son visage. Cette nuit-là, tous deux dévorent des sucreries ensemble comme si c'était un sport de compétition. Après leur festin de minuit, Alan reste éveillé toute la nuit comme un maniaque, élaborant méticuleusement une liste d'activités coquines pour rendre Charlotte espiègle. Le lendemain matin, il se réveille confiant de tous les grands projets qu'il a fait la veille au soir. Cependant, en examinant la liste, Alan se rend compte qu'il a créé un itinéraire égoïste, rempli de choses qu'il serait le seul à apprécier. Réalisant de première main qu'il est un bouffon complet, il jette la liste à la poubelle sans y penser à deux fois. Alors qu'il sort de sa chambre, Alan tombe sur Charlotte qui est déjà debout et balaye la maison. Il lui dit de prendre le petit déjeuner sans lui, mais Charlotte insiste pour nettoyer le jardin avant de manger quoi que ce soit. Voir son innocence déclenche son complexe de héros et il bouillonne de colère. Après que Charlotte soit partie nettoyer le jardin, Alan ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la famille de Charlotte l'a traité comme un paillasson avant de l'exiler injustement de la nation. Il commence à remettre en question les motifs néfastes du prince Nurug et prévoit même de le punir pour ses actes. Toutefois, la contemplation d'Alan est interrompue par l'arrivée de Mia, une livreuse femme-chat, qui lui livre son courrier et ses colis. Elle appelle Alan le seigneur démon avec des involtures, ce qui panique immédiatement Charlotte, mais Alan hausse les épaules, disant que c'est un bête surnom que les habitants lui ont donné. Mia reconnaît instantanément Charlotte sur les avis de recherche des journaux, faisant tomber sa balai de panique à Charlotte. Alan tente d'expliquer la situation, mais en chatte cool sexy et absolument torride qu'elle est, Mia leur assure que ses lèvres sont scellées. Après quelques plaisanteries où Mia traite Alan de gentil asocial, il rentre chercher des potions qu'il doit expédier. Il tend ensuite à Mia une boîte remplie de potions magiques et lui demande de la livrer au marché de la ville voisine. Quand elle demande à Alan pourquoi il ne vit pas en ville, Alan dit simplement qu'il déteste les gens. Pour les éviter, il a déménagé au fond de la forêt, mais cela n'a fait qu'éveiller la curiosité des habitants. Assez vite, des gens de tout âge ont commencé à visiter le jardin d'Alan pour tester leur courage, ce qui l'agaçait naturellement. Quelques instants plus tard, il demande à Mia le catalogue de colis et le tend à Charlotte. Alan lui demande de commander tout ce qu'elle veut, surtout parce qu'il n'a aucune idée des articles intimes pour femmes. Charlotte passe nerveusement quelques commandes et promet de rembourser Alan. Mais, à sa manière déjantée habituelle, Alan menace d'acheter chaque article du catalogue si elle ose encore lui parler de le rembourser. Déconcertée par sa stupide logique raide pilée, Mia plaisante que si elle était Charlotte, elle lui donnerait un coup de poing pour lui faire entendre raison. Quelques jours plus tard, les articles commandés arrivent, dont une mystérieuse boîte, mais ce n'est finalement qu'un stupide sac de frappe. Quand Mia demande à quoi sert le sac de frappe, Alan répond que c'est pour Charlotte, ce qui la fait pâlir comme si elle avait vu un fantôme. Puis il annonce fièrement que ce sera la prochaine activité coquine de Charlotte, ce qui fait grimacer Mia si fort que c'en est presque audible. À ce moment-là, Alan colle une photo du prince Cécile sur le sac pour offrir à son invité une thérapie de la rage. Il essaie de convaincre Charlotte de libérer sa frustration, mais elle a un cœur vraiment pur et hésite à le faire. Alan lui rappelle que c'est le prince qui l'a dépouillé de sa dignité, mais Charlotte reste calme. Il s'avère qu'elle a été élevée par cette famille depuis qu'elle est toute petite, et au fond d'elle, elle a toujours l'impression de devoir quelque chose au clan Nourouz de l'avoir accueilli. Un cas classique de problème avec le père. Alan remarque que la blessure de Charlotte est extrêmement profonde. Alors, pour tenter de guérir ses problèmes paternels, Alan décide de passer en mode psychopathe total. Il dit nonchalamment à Charlotte de le frapper au visage et de laisser exploser ses frustrations. Les deux jeunes filles sont stupéfaites par cette logique ridicule et Charlotte s'éloigne de lui. Mais Alan, de manière erratique, jette secrètement un sort sur les gants de boxe et il commence à briller comme le cœur de ta mère. Le sort force Charlotte à le frapper malgré elle. Le coup porte finalement avec une force surprenante, projetant Alan à travers la pièce comme une poupée de chiffon. Même le souffle coupé, Alan se redresse et rassure une Charlotte horrifiée qu'il ne l'abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Il lui dit que c'est normal d'être en colère et qu'elle a le droit d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Pendant une seconde, Charlotte le fixe comme le père qu'elle n'a jamais eu. Alan ajoute qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut dans cette maison sans filtre. Charlotte comprend son argument un peu absurde, mais elle est toujours furieuse qu'il se soit blessé pour le prouver. Cependant, il utilise sa magie avec désinvolture pour se soigner instantanément. Charlotte est profondément touchée par son geste et promet d'être plus ouverte sur ses sentiments dorénavant. Plus tard, Alan arrache la photo du prince du sac de frappe et dit à Mia de la rendre, affirmant que Charlotte n'a plus besoin du visage de ce perdant. Mia accepte volontiers sa demande et le taquine même, disant que Charlotte serait la petite amie parfaite pour lui. Alors que les deux restent perplexes face à cette spéculation, une mystérieuse jeune fille observe toute la scène depuis l'ombre de la forêt. Le lendemain, Alan essaie d'apprendre à Charlotte à avoir sa propre opinion en lui demandant si elle veut du thé ou du café. Mais en bonne personne désireuse de plaire, Charlotte lui répond qu'elle prendra la même chose que lui. Cependant, Alan l'effraie avec une boisson qui ressemble à une fausse sceptique, incitant Charlotte à finalement choisir le thé. Il lui fait la leçon sur l'importance de prendre ses propres décisions, mais elle soutient que choisir une boisson n'est pas si grave. Leur petite discussion est écourtée quand une fille hyperactive s'écrase à travers la fenêtre. Quand Charlotte demande qui elle est, la fille se présente comme Errata Crawford, la demi-sœur d'Alan. Il s'avère qu'Alan est orphelin et que les Crawford l'ont recueilli comme leur fils.
Errata demande avec excitation si Charlotte est la petite amie d'Alan, et les deux le nient à l'unisson comme un duo comique bien rodé. Alan commence alors à expliquer comment de telles spéculations pourraient blesser l'estime de soi de Charlotte. Il dit aussi à Errata que Charlotte a été piégée comme criminelle du royaume de Nuruz, même si elle semble un peu réticente à partager son secret. Plus tard, alors que les trois se rassemblent, Alan raconte à Errata tout ce qu'il a enseigné à Charlotte ces 2 derniers jours. Cependant, elle se met extrêmement en colère contre lui et lui ordonne d'enseigner à Charlotte les choses coquines que les filles apprécient vraiment. Errata est folle de cette nouvelle fille et promet à Charlotte de s'occuper d'elle à partir de maintenant. Alan ricane et éloigne immédiatement Charlotte, prétendant que seul lui a le droit de lui enseigner les choses coquines. Cependant, Errata soutient que seule une fille peut comprendre les désirs d'une autre fille. Puisqu'ils ont tous deux l'étendue émotionnelle d'une brique, ils commencent à se disputer comme des enfants et décident de régler ça par un concours pour voir qui sera la meilleure mauvaise influence sur Charlotte. Leur première étape est une virée en ville où Alan jette un sort pour changer les cheveux de Charlotte de blond à noir afin qu'elle ne soit pas reconnue. Quand Teruka mentionne que les cheveux noirs vont bien à Charlotte, Alan refuse et affirme que le blond est mieux. Les deux filles sont choquées par cette déclaration car Alan n'a jamais complimenté une femme de sa vie. Elles vont directement à une boutique de robes où Errata pousse une Charlotte embarrassée à essayer une nouvelle tenue. Pendant qu'ils attendent, Alan se perd dans ses pensées, se remémorant son enfance avec Errata. Elle était toujours extrêmement compétitive et n'abandonnait jamais sans gagner, mais il est immédiatement ramené à la réalité quand Errata dévoile Charlotte dans une jolie robe jaune un peu trop courte. Alan regarde ses jambes lisses et blanches et son pantalon se tend, alors il se frappe la poitrine pour arrêter tout afflux sanguin indésirable. Pendant que Charlotte va essayer une autre robe, Alan demande à Errata d'enquêter sur l'état actuel du royaume de Nuruz et de découvrir tout ce qu'elle peut sur Charlotte. Comme Alan ne s'est jamais soucié d'autres filles par le passé, Errata taquine son frère aîné pour être un intello romantique. Alors, Charlotte apparaît et demande à Errata de l'aider pour sa robe. Mais Errata est surprise par ce qu'elle voit dans le dos de Charlotte. Quand les filles sortent, Errata dit à son frère de jeter un œil, révélant des cicatrices sur tout le dos de Charlotte. Il suppose que le prince de Nuruz a utilisé un fouet pour punir cette innocente jeune fille. Alan utilise secrètement la magie de guérison et ment à Charlotte en disant qu'il réparait juste un endroit usé sur le tissu. Furieux de cela, il demande à Errata de commencer l'enquête immédiatement, ce qu'elle accepte avec plaisir. Avant qu'elle ne parte, Errata demande à son frère de choisir une robe pour Charlotte, mais il ne peut pas se concentrer avec son pantalon qui pointe. N'ayant pas d'autre choix, il prend une robe au hasard, pour réaliser que c'est de la lingerie. Leur virée shopping continue avec Alan et Errata qui se disputent sur quoi acheter. Charlotte leur dit d'arrêter de se battre, mais ils mentionnent nonchalamment que c'est comme d'habitude. En chemin vers une bijouterie, Errata remarque un fauteuil roulant magique, et en tant que passionnée de magie, elle s'empresse d'aller le voir. À l'intérieur de la bijouterie, Alan choisit une barrette qui correspond aux yeux de Charlotte, une astuce qu'il a apprise d'Andrew Tate. Au moment où ils partagent un instant, des racailles bousculent Charlotte exprès et cherchent la bagarre. Alan devient furieux et s'apprête à les affronter, mais il se souvient que Charlotte n'aime pas se battre. Il tente de calmer le jeu, mais quand les racailles tentent de s'en prendre à Charlotte, Alan lui casse la main sans même bouger. Voyant cela, l'ami du voyou tente de l'attaquer avec une épée magique, mais Alan l'arrête avec sa propre magie. Tandis que tout le monde en ville le félicite pour sa victoire, Alan s'excuse auprès de Charlotte d'avoir combattu comme un parfait lâche. Cependant, elle lui prend la main et l'assure qu'elle comprend que son intention a toujours été de la protéger. Pendant ce temps, Errata les observe de la foule et sourit joyeusement. Au moment où tout s'apaise, un golem massif fait irruption sur les lieux. Il est furieux qu'Alan ait tabassé ses amis et veut se venger. Cependant, quand Alan se présente, le golem est comme pris de panique et s'immobilise complètement. Quand ses amis lancent des insultes à Alan, le golem les frappe plus fort que leur propre mère. Il s'avère que ce monstre de pierre connaît Alan depuis ses années à l'académie et qu'il est absolument terrifié par lui. Il se met alors à s'incliner et à s'excuser abondamment, à la grande confusion de Charlotte. Errata explique qu'Alan a obtenu son diplôme de l'académie de magie à l'âge de 12 ans, où son immense pouvoir lui a valu ce surnom infâme qu'il déteste tant, le grand seigneur démon. Tandis que le golem implore son pardon, Alan lui dit d'aller s'excuser auprès de Charlotte. Cependant, quand il lui demande qui est Charlotte pour lui, Alan est pris d'une hésitation un instant. Il admet alors qu'elle représente une femme d'une grande importance pour lui. Le lendemain, le soi-disant grand roi démon est retrouvé boudant sur le pas de sa porte, comme un adolescent de mauvaise humeur. Mia et Errata arrivent pour le trouver en pleine panique. Sans le savoir, Errata devine que c'est probablement lié à Charlotte d'une manière ou d'une autre, ce qui panique son grand frère. Il s'avère qu'Alan a payé Charlotte pour ses services à domicile et a loué ses efforts de la semaine. Il l'a même encouragée à dépenser l'argent sans hésiter et à ne s'inquiéter de rien. À ce moment-là, elle a exprimé son désir d'aller en ville toute seule pour la première fois acheter quelque chose de secret, comme un petit ami toxique. On l'assure que tout ce qu'elle veut lui sera livré, mais Charlotte insiste pour vivre cette expérience, essayant d'être un gardien bienveillant. Alan n'a pas pu refuser sa demande polie hier soir, mais maintenant, il se noie dans le regret et la paranoïa. Après un petit remue-ménage, leur brillante solution est de suivre Charlotte comme un trio de harceleurs effrayants. Arrivée en ville, Charlotte sort une carte de sa poche et le groupe qui la suit l'observe depuis une ruelle voisine. Alors qu'elle s'éloigne avec assurance, la carte à la main, Alan est fier de la voir si indépendante. Il pense que Charlotte commence à se faire davantage confiance et en est légèrement ému. Cependant, son bonheur se transforme vite en terreur quand Mia réalise que Charlotte se dirige droit vers le quartier Mir,
un quartier louche de la ville dirigé par un gang notoire appelé la Croque du Serpent. Arata veut intervenir et lui remettre les idées en place, mais Alan ne veut pas s'immiscer dans la première aventure de Charlotte. Il dit alors aux filles d'attendre et quitte mystérieusement les lieux, laissant Mia et Arata observer en suspens. Comme prévu, l'inconsciente Charlotte s'aventure dans la zone dangereuse et est immédiatement encerclée par des voyous à l'air louche. Au moment où Mia et Arata s'apprêtent à intervenir pour la sauver, les brutes se lancent soudainement dans une fête de bienvenue bizarre et extravagante. Une Charlotte très confuse est accueillie par leur chef, Gros, qui agit comme si elle venait de devenir mère. C'est alors qu'Alan réapparaît et explique d'un air suffisant qu'il s'était éclipsé en avance et avait persuadé toute la bande d'être gentil avec elle, ce qui n'est que son code pour les passer tous à tabac. Inconsciente de cela, Charlotte voit leurs blessures et donne aux brutes des potions de guérison, gagnant instantanément leur loyauté indéfectible. Les prétendus membres du gang se mettent à pleurer comme des tout petits et à supplier devant Charlotte, la considérant comme une déesse sous forme humaine. La situation devient encore plus gênante quand le gang l'interroge sur sa relation avec le Seigneur Démon. Sans la moindre conscience sociale, Charlotte se remémore tout ce qu'Alan a fait pour elle et l'appelle fièrement son maître. Les voyous pensent que le soi-disant Seigneur Démon retient cette innocente jeune fille en otage, mais Charlotte explique avec assurance comment Alan lui a enseigné toutes sortes de choses coquines la nuit. Les membres du gang sont horrifiés d'entendre cela et imaginent le pire du pire, tandis qu'Alan et les filles se tapent le front à en changer de dimension. Après avoir remercié la bande, Charlotte continue son shopping plus profondément dans le quartier, tandis que Mia et Arata s'inquiètent pour sa sécurité. Alan, avec un sourire narquois et arrogant, leur assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il s'avère qu'il a pris les devants et conquis l'entier quartier avant même que Charlotte n'arrive, transformant un bidonville dangereux en l'endroit le plus sécurisé de la ville, exclusivement pour sa mission. Puisque Charlotte est maintenant en parfaite sécurité, Arata souhaite lui accorder un peu d'intimité. Mais même là, la masculinité toxique d'Alan veut la surveiller, juste au cas où. Alors, Mia, d'une gaieté agaçante, s'avance et se porte volontaire pour suivre Charlotte et veiller sur elle. Plus tard, alors qu'Alan et Arata s'installent dans un café, Mia apparaît et les informe que Charlotte est en route. Alan ne peut plus supporter le suspense, alors il demande à Mia ce que Charlotte avait acheté au marché. Mais comme Mia ne s'immisce jamais dans les affaires privées des autres, elle n'en a sincèrement aucune idée. À ce moment-là, Charlotte les rattrape et un commerçant local les rejoint aussi. Elle remercie Alan d'avoir nettoyé les rues, qui étaient infestées de voyous louches. Tout ce qu'il a fait, c'était d'essayer d'aider Charlotte, mais les dommages collatéraux ont fini par aider tout le monde. Alors, il accepte la gratitude du commerçant. Après son départ, Charlotte sort 2 boîtes et révèle que ce sont des cadeaux pour Mia et Arata en signe d'amour. Les filles, comme toutes les filles, adorent absolument le présent, mais on voit Alan bouder comme un enfant parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Charlotte mentionne qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il aime, mais en réalité, Alan aurait été heureux avec un simple crayon si ça venait d'elle. Charlotte affirme qu'elle a toujours été la bénéficiaire de la bienveillance d'Alan, alors elle lui demande gentiment de raccommoder la partie effilochée de sa robe à la place. Cet acte simple et sincère le touche bien plus profondément que n'importe quel cadeau, et Alan réalise que passer du temps avec Charlotte est le plus beau cadeau qu'il puisse jamais demander. Le lendemain de leur grande virée shopping, Alan lit tranquillement un livre quand Charlotte s'approche de lui. Elle est complètement fascinée par un guide de voyage qu'elle vient de finir. Charlotte lui montre même tous les endroits intéressants qu'elle aimerait visiter un jour dans sa vie. Voyant cela comme sa prochaine occasion d'enseigner, Alan lui demande de choisir n'importe quel endroit qu'elle souhaite visiter pour sa prochaine leçon coquine. Mais Charlotte est toujours accablée par son sentiment de dette et hésite à en demander plus. Alan ne veut en aucun cas la corrompre, mais il veut qu'elle vive des expériences de vie mémorables. Même là, Charlotte hésite à lui parler de l'endroit de ses rêves. Alors, dans une brillante démonstration de manipulation émotionnelle, Alan entre dans son mode psychodrame habituel et prétend jeter sur lui-même une malédiction mortelle, tandis que Charlotte le supplie de ne pas le faire. À cet instant, Mia arrive avec une livraison spéciale, les surprenant dans une posture délicate. Elle remet ensuite une enveloppe à Alan contenant un voyage tous frais payé pour lui et Charlotte au célèbre complexe thermal de Yuinoa. Le lendemain, Alan et Charlotte se détendent dans un carrosse luxueux, presque comme une situation de casting couch. Charlotte raconte qu'elle s'est cachée une fois dans une calèche similaire en fuyant ses ravisseurs. À l'époque, elle avait trop peur de regarder le paysage, mais maintenant, elle se sent complètement en sécurité avec lui. Alan n'a aucune idée de comment être gentil sans être un ringard, alors il change simplement de sujet. Au moment où ils vivent un instant semi-tendre, la caméra coupe sur Mia et Arata à cheval, tout près. Il s'avère que les deux avaient secrètement orchestré tout ce voyage juste pour pousser les deux tourtereaux naïfs à s'allonger l'un sur l'autre. Mia avait même pris quelques jours de congé de son travail pour mener à bien cette mission. Pendant ce temps, Charlotte regarde dehors et voit l'immense complexe hôtelier au loin. Elle montre avec enthousiasme à Alan que ce complexe était mentionné dans le livre qu'elle lisait plus tôt. Mais comme Mia et Arata ont réservé le voyage, il demande à Charlotte si c'était vraiment l'endroit qu'elle voulait visiter. Charlotte hoche doucement la tête et dit oui, mais Alan sait qu'elle ment et commence à déduire sa destination de rêve comme un hacker. Charlotte est gênée de lui dire la vérité, car dans son esprit, c'est un endroit pour les petits-enfants. Alan pense que c'est peut-être l'île de Jeffrey Epstein, donc il n'aborde pas la question immédiatement. Il promet de l'emmener à cet endroit dès qu'elle se sentira à l'aise d'en parler. En arrivant au complexe, Charlotte est complètement époustouflée par sa taille et sa beauté. Une jolie réceptionniste les accueille, mais révèle un détail crucial. Ils ont été réservés sous le forfait exclusif amoureux et couple.
Se rendant compte qu'ils ont été dupés par Mia, Alan et Charlotte sont troublés et essaient d'expliquer le malentendu. Pendant ce temps, les deux filles observent discrètement la scène se dérouler derrière un bureau. La réceptionniste propose de changer le forfait, mais elle précise que c'est le forfait le plus luxueux disponible. Espérant offrir à Charlotte les meilleures vacances possibles, Alan décide maladroitement de prendre le forfait amoureux. Leur baptême du feu romantique commence immédiatement quand le personnel leur offre un verre de bienvenue dans un seul verre avec 2 pailles. Tandis qu'une Charlotte mortifiée devient rouge comme Joe Rogan dans un sauna, Arata et Mia, qui observent de loin, peuvent à peine contenir leur hilarité. Cependant, Alan résout ce problème en buvant la boisson d'un trait, tout seul. Plus tard, la réceptionniste les conduit aux sources chaudes et les informe que c'est un bain mixte où le port du maillot de bain est obligatoire. Pendant que la jeune femme accompagne Charlotte pour choisir son maillot, Alan est pris d'une panique interne totale sur la façon dont il est censé réagir. Il prévoit de se frapper le cœur et d'arrêter le flux sanguin vers sa cervelle. Quelques minutes plus tard, Charlotte apparaît dans son maillot de bain choisi et Alan reste complètement sans voix. Il se fige sous le choc et Charlotte est aussi un peu gênée d'apparaître en bikini. Cependant, le timide Alan lui dit qu'elle est magnifique et il l'encourage à se sentir confiante avec ses monstrueux des raviolis sur sa poitrine. Les deux passent un bon moment ensemble et terminent la soirée dans une source chaude en regardant le soleil couchant. Mia et Arata sont heureux qu'ils aient commencé à tisser des liens en dehors de leur maison. À ce moment-là, la réceptionniste apporte un bol de glace à Charlotte. Alan utilise son sort de magie de glace immortelle pour qu'elle ne fonde pas à cause de la chaleur de la source chaude. Ce geste spectaculaire n'impressionne pas seulement Charlotte, mais aussi tous les autres invités. Tous commandent des glaces et s'approchent du Seigneur Démon pour qu'il jette aussi son sort pour eux. Pendant le dîner, la réceptionniste remercie Alan pour ses pouvoirs magiques, car les ventes de glace du complexe ont triplé ce soir-là. Elle veut leur rendre l'appareil en leur offrant une visite gratuite du zoo magique de Yonoha, et Charlotte pousse un cri de joie. Plus tard, les deux se dirigent vers leur chambre, extrêmement spacieuse et luxueuse. Cependant, leur prochain défi, un lit immense, unique, décoré d'oreillers en forme de cœur. La tension atteignant des niveaux critiques, Mia et Arata, de l'autre côté de la pièce, espèrent entendre gémissements et cris. Alan essaie de se montrer décontracté en expliquant que le lit est un artefact magique créé par des cristaux de rêve, capable de leur faire rêver de tout ce qu'ils désirent. Espérant minimiser la gêne, ils se glissent rapidement dans le lit commun. Cependant, même quand les lumières sont éteintes, les deux continuent de discuter. À un moment donné, Charlotte avoue timidement qu'elle veut rêver de sa défunte mère. Afin de réaliser son rêve, Alan lance un sortilège soporifique pour l'aider et elle s'endort instantanément. Il se lève alors et commence à contempler la magnifique jeune femme allongée près de lui, mais Alan se surprend à la reluquer et jette aussitôt un puissant sort pour s'endormir. Cela ne l'assomme pas seulement, mais traverse aussi le mur et endort également Mia et Arata qui écoutaient aux portes. Le lendemain matin, Alan se réveille pour trouver Charlotte éveillée, les larmes aux yeux. Elle révèle qu'elle a fait un rêve merveilleux où elle a vu sa mère qui lui a parlé et a exprimé son bonheur que Charlotte soit maintenant en sécurité avec Alan. Pendant ce temps, dans la chambre d'à côté, la réceptionniste confuse ouvre la porte, seulement pour trouver Mia et Arata inconscients par terre. Plus tard dans la journée, le duo décide que sa prochaine activité, un peu coquine, sera une visite au zoo magique de Yonoha. Il se trouve aussi que c'était l'endroit que Charlotte avait le plus hâte de voir dans le guide de voyage, mais elle était trop timide pour l'admettre ce jour-là, pensant que c'était un choix enfantin. Cependant, Alan l'assure qu'un zoo est bien mieux que l'île d'Epstein et peut toujours être considéré comme un plaisir coquin de premier ordre. Il propose ensuite d'acheter tout ce que Charlotte désire, et elle hésite une fraction de seconde. Mais quand Alan menace d'arrêter son cœur, elle décide d'acheter 2 stupides oreilles de chat pour qu'ils les portent tous les deux. Alan fait presque une crise, mais il achète finalement les oreilles de chat. Pendant ce temps, la caméra se tourne vers un animal à l'air louche, accompagné d'une meute de loups sauvages, clairement prêts à semer le trouble. Alors qu'ils entrent au zoo, l'air un peu niais, Alan remarque une photo d'un capybara infernal, qui est une bête magique féroce capable de détruire une montagne entière. Cependant, le responsable du zoo lui dit qu'en ce moment, les capybaras se reposent dans la forêt. Pendant ce temps, l'enfant intérieur de Charlotte éclate et elle pousse un cri de joie, car être près d'animaux doux et moelleux est comme le paradis pour elle. Voyant cela, Alan s'adresse aux animaux magiques et leur demande d'être gentil avec Charlotte en échange de beaucoup de nourriture gratuite. Mais à sa grande surprise, Charlotte s'est déjà liée d'amitié avec les autres animaux du zoo. Alors qu'elle les trouve incroyablement mignons, tout ce qu'Alan voit, c'est un tas de bêtes magiques, lui disant de garder son calme. Il lui devient évident que Charlotte a une connexion naturelle et puissante avec eux. Il mentionne que si elle peut pratiquer ce pouvoir, elle pourra un jour devenir une dresseuse professionnelle de bêtes magiques. Leur plaisir est brusquement interrompu quand une gardienne paniquée du zoo court vers eux. Voyant leur capacité à apprivoiser des bêtes magiques, elle implore leur aide. Puis ils sont menés à une installation de pointe où le directeur, reconnaissant Alan comme un membre de la prestigieuse famille Crawford, leur explique la situation critique. Ils ont un bébé Fenrir blessé dans leur laboratoire, une bête magique rare et puissante, sauvée de braconniers. Le problème est que le petit est trop effrayé et agressif pour laisser quiconque l'approcher, ils ne peuvent donc pas soigner ses blessures, et encore moins communiquer avec lui. Alan essaie de parler au louveteau Fenrir, mais il se fait presque mordre comme Evander Holyfield. Comme si ce n'était pas assez grave, un employé fait irruption avec une nouvelle encore pire. La mère du petit se dirige tout droit vers le complexe, et elle est absolument furieuse. Alan sait que la mère Fenrir a probablement plus de 100 ans et qu'elle est extrêmement puissante. Elle peut détruire toute la ville si son bébé n'est pas rendu en toute sécurité. Comprenant la gravité de la situation, Alan prend immédiatement les choses en main. Il ordonne au personnel d'évacuer les invités pendant qu'il s'apprête à affronter la Fenrir furieuse. Mais Charlotte, remplie d'une confiance nouvelle, s'avance et insiste pour être celle qui communiquera avec le petit effrayé.
Puisque c'est une idée horrible, Allen accepte immédiatement, car la jeunesse est littéralement gâchée sur les jeunes. Alors les deux unissent leurs forces pour exécuter cette mission. Pendant ce temps, nous voyons un capybara infernal menant un groupe de Fenrir droit vers la station. D'autre part, Allen trouve Mia et Arata, et au lieu d'être en colère, il leur demande une faveur. Ensuite, il se rend au sommet d'une montagne où il voit une horde de Fenrir s'approcher rapidement de la station. Allen utilise rapidement son pouvoir magique et érige une immense barrière de glace autour de tout le complexe, laissant à Charlotte le temps de faire ses facéties. Il distrait même le groupe de Fenrir avec des stalactites de glace. Cependant, la mère Fenrir est une bête magique d'une puissance colossale et fait irruption sur la scène, brisant le sol de sa force brute. Elle attaque Allen sans relâche, ignorant ses tentatives de la calmer. Maintenant qu'il est acculé par la mère Fenrir, Allen est forcé d'utiliser sa magie létale pour lui ôter la vie. Mais à ce moment-là, un capybara infernal nommé Gozetsu se présente. Elle est là pour sauver Charlotte, qu'elle croit retenue captive par Allen. Gozetsu avait vu Charlotte la nuit où elle s'est effondrée dans la forêt, mais avant qu'elle ne puisse la sauver, Allen est arrivé sur les lieux. Maintenant, avant qu'Allen ne puisse monter une défense appropriée, il est frappé de plein fouet par une puissante boule de feu de Gozetsu. Alors que les deux commencent à s'attaquer pour conquérir cette jeune Charlotte, Gozetsu révèle que c'est elle qui a manipulé la mère Fenrir, lui mentant et faisant passer Allen pour le chasseur qui avait capturé son enfant. La situation semble désespérée, Allen menant une guerre sur deux fronts contre une louve magique enragée et un capybara parlant et traître. Mais juste au moment où Gozetsu prépare un coup final, une volée de créatures volantes descend du ciel. Étonnamment, c'était Charlotte arrivant comme une valkyrie, avec tous les animaux du parc soutenant sa cause. De plus, elle a réussi à calmer avec succès le petit et à le convaincre d'accepter un traitement médical. Allen est complètement sidéré par son exploit et la félicite de tout son cœur. Charlotte explique qu'elle est capable de comprendre le langage des créatures magiques, mais qu'elle a du mal à saisir ce qu'un homme essaie de lui dire. Il a fallu des années entières à Allen pour maîtriser cette langue. Et voilà que cette jeune femme l'a apprise en seulement quelques heures. Pendant ce temps, le petit Fenrir parle à sa mère et lui explique qu'Allen n'est absolument pas l'ennemi et qu'il a été piégé par d'autres voyous. Maintenant, Allen est libre de se concentrer sur le véritable ennemi, le capybara infernal. Charlotte essaie d'exprimer comment elle s'est toujours sentie en sécurité sous la direction d'Allen, mais Gozetsu n'écoute pas et déclenche une attaque dévastatrice. Cependant, le grand seigneur démon est bien trop puissant pour elle et la terrasse en un instant. Étant la bonne patte qu'il est, Allen soigne immédiatement la créature et même Gozetsu lui dit que le coup était solide. Un bel exemple de fair play. De retour au complexe, la réceptionniste remercie le couple pour leur aide, rendant Charlotte incroyablement heureuse. Au moment de partir, une meute de Fenrir apparaît devant eux pour leur dire au revoir. Charlotte étreint doucement le bébé Fenrir car elle doit maintenant faire semblant de les aimer. Pendant ce temps, Mia et Dorata font leur entrée, traînant les braconniers capturés avec elle. Quand Alan retire le ruban adhésif de la bouche du braconnier, il commence immédiatement à maudire les Fenrir. Ne voyant aucun signe de remords, il s'allie à la bande de Fenrir pour donner une leçon à ses pleurnichards. Puis, avec un sourire sinistre, Alan permet à la horde de Fenrir de rendre leur propre justice à leurs braconniers. Alors qu'ils se préparent à partir, le bébé Fenrir guérit et si attaché à Charlotte que sa mère l'autorise à voyager avec elle. Alan y réfléchit un instant et dit au Fenrir de protéger Charlotte en tout temps, ce à quoi il accepte volontiers. À ce stade, Charlotte sent qu'elle doit déjà beaucoup à Alan, mais il lui dit gentiment que tout ce qu'il veut, c'est la voir heureuse. Il remarque aussi joyeusement que leur famille s'agrandit, un commentaire qui fait rougir profondément Charlotte. Alan ne s'en rend pas compte, mais il fait du love bombing à cette fille stupide et innocente depuis des mois. Cependant, le cirque ne s'arrête pas là. Gozetsu, le capybara infernal, s'invite également chez Alan pour servir de garde du corps à Charlotte. Comme il n'a pas approuvé cela, Alan s'irrite et lui crie dessus, mais il semble que Gozetsu ait déjà pris sa décision. Quelques jours passent et l'ambiance au manoir a totalement changé. Charlotte est déterminée à devenir une dresseuse de créatures magiques et a nommé le louveteau Fenrir Loup. Alan est ravi qu'elle ait découvert une passion, passant de la jeune fille, qui s'amusait à compter les planches du parquet, à une étudiante très dévouée. Mais il est aussi un peu déçu, car leur cours intensif de coquinerie a été mis en suspens. Gozetsu, bien sûr, adore remuer le couteau dans la plaie, le taquinant sur le fait que son élève adoré est désormais trop occupé pour ses leçons. Alan dit au capybara de quitter sa maison immédiatement, mais Gozetsu le taquine, disant qu'il est amoureux de Charlotte. Alan s'est clairement attaché davantage à elle ces derniers temps, mais il est heureux que Charlotte ait maintenant trouvé un but. Depuis ce jour-là, Alan enseigne à Charlotte toutes les bases de la magie. Elle a été une élève diligente, et s'est avérée être extrêmement talentueuse. Elle reste même tard le soir pour étudier, effectuant souvent ses propres recherches, sans les conseils d'Alan. Un jour, Charlotte utilise ses nouvelles compétences magiques et met en place un parcours d'obstacles pour lui. Avec un simple ordre, il le franchit comme LeBron James, laissant Alan stupéfait. Il devient clair que Charlotte a une capacité inégalée à communiquer avec le petit. Cependant, ce lien a un inconvénient. Lu est farouchement protecteur envers Charlotte et déteste absolument Alan. Charlotte gronde aussitôt Lu, mais ça ne fait que prouver qu'elle est la seule à pouvoir gagner sa confiance. En regardant ce drame se dérouler, Gosetsu révèle que Charlotte peut désormais pratiquer une magie rare appelée conversation bestiale, qui permet aux bêtes magiques de parler le langage humain. Puisque l'ignorance est une bénédiction, Charlotte décide d'essayer le sort sur Lou, et Alan la motive à tenter sa chance. Charlotte lève les mains et lance le sort de conversation bestiale sur Lou, et elle se fatigue instantanément en l'exécutant. Alan la réconforte, trouvant là un prétexte pour la toucher, mais à cet instant précis, Lou lui parle en langage humain. Charlotte est folle de joie de cette nouvelle, et même Alan et Gosetsu sont très fiers d'elle. Plus tard, pour se rafraîchir un peu, Alan crée un jacuzzi magique dans le jardin afin qu'il puisse s'y prélasser. Charlotte tente d'enseigner les bonnes manières à Lou et lui demande de dire merci, ce qu'il fait avec réticence. D'un autre côté, Gosetsu est déjà dans la baignoire, et Alan tente de la chasser. Gosetsu pense qu'Alan discrimine un capybara pour utiliser
le bain, alors il lance son propre sortilège, et dans un souffle de vapeur, la créature dodue est remplacée par une femme d'une beauté stupéfiante, aux longs cheveux et au sourire narquois. Alan, aux compétences sociales d'un roc, est sous le charme et bredouille comme un idiot. Pendant que les trois jouent dans la baignoire, Alan les regarde et ressent une joie tranquille. Il regarde Charlotte et sent son cœur s'agiter, mais essaie de se contrôler. Voyant cela, Charlotte sort et s'assied à côté d'Alan. Elle exprime sa gratitude pour tout ce qu'il a fait pour elle. Pendant qu'il parle, Charlotte lui demande comment il a pu s'offrir une si grande propriété. Alan explique que la maison appartenait autrefois à une elfe noire recluse et excentrique, nommée Dorothea, une auteure de génie qui a disparu il y a une trentaine d'années. Les rumeurs étaient folles. Certains disaient qu'elle était tombée d'une falaise, d'autres croyaient qu'elle avait été consommée par des champignons magiques. Ces histoires glauques, c'est précisément pourquoi Alan a acheté le manoir à vil prix. Tandis qu'il raconte son histoire, Charlotte pousse un cri, pointant du doigt Gosetsu, qui flotte dans l'eau, recouvert d'une couche de champignons étranges. Il se précipite aussitôt pour aller voir, mais à leur grand soulagement, Gosetsu faisait juste une sieste. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passe réellement, une elfe aux cheveux blancs surgit du sol tel un tremplin et les accuse d'avoir dérobé ses champignons. Il s'avère que c'est Dorothea, cette elfe excentrique dont Alan nous parlait plus tôt. Elle semble amicale et les invite même à son atelier souterrain caché, qui a été sa maison pendant les 3 dernières décennies. Elle est complètement déconcertée d'apprendre que 30 ans se sont écoulés, ayant perdu toute notion du temps. Pendant ce temps, Alan fait une crise de panique totale à propos du cauchemar juridique dans lequel il vient de s'engager, puisque Dorothea est vivante et techniquement toujours propriétaire de la maison. Charlotte est un criminel recherché. Avec son rare Fenrir et son capybara infernal, il ne peut pas se permettre de céder cette maison. Immédiatement, Alan lui propose de racheter le manoir, mais Dorothée lui offre juste un sourire malicieux. Elle ne veut pas d'argent. Au lieu de ça, on dirait qu'elle veut se faire sauter par Alan. Il hésite une minute, mais quand Charlotte le pousse du coude, il accepte finalement de l'écouter. Dorothea raconte son histoire. C'était une auteure géniale autoproclamée, populaire dans plusieurs genres. Mais un jour, elle a essayé d'écrire un roman d'amour et a été frappée par un cas terminal de blocage de l'écrivain. Alors que sa date limite approchait, son éditeur, qui était extrêmement effrayant, était à ses trousses. Elle a donc fait ce que toute personne rationnelle ferait. Elle est allée se cacher dans son sous-sol pour échapper à ses responsabilités pendant 30 longues années. Dorothée explique que tout ce dont elle a besoin de leur part, c'est de l'inspiration. Après avoir observé la dynamique maladroite mais étrangement romantique d'Alan et Charlotte, elle est convaincue qu'ils sont les muses parfaites pour guérir son blocage d'écrivain. Alan lui demande ce qu'ils doivent faire exactement et lâche la bombe. Ils doivent jouer les amants pour son prochain roman. Dans la scène suivante, nous voyons Alan et Charlotte jouer les époux pour le roman de Dorothée. Pour saluer son mari, Charlotte saute de la balustrade comme une idiote, mais Alan la rattrape sans effort. Cependant, Dorothea les arrête immédiatement car Alan utilisait des pouvoirs magiques et n'était pas authentique. Dorothea est maintenant en mode réalisateur, aboyant des ordres avec l'énergie maniaque d'un tyran hollywoodien. Elle dit au couple qu'ils doivent s'embrasser dans la scène suivante. Mais Alan refuse immédiatement, pensant que ce serait extrêmement inconfortable pour Charlotte. Mais à son grand choc, Charlotte le regarde droit dans les yeux et dit qu'elle ne verrait aucun inconvénient à faire des choses coquines avec lui. Alan est déconcerté par cette déclaration, et Dorothée hurle d'excitation, prête à diriger son histoire d'amour réelle. Elle veut qu'il suive son scénario à la lettre, mais Alan a une règle cruciale. Le script doit être propre et ne doit en aucun cas violer la morale publique. La première scène est un simple scénario d'accueil conjugal, mais ça déraille vite quand le script de Dorothea fait dire à Charlotte une réplique si osée que le cerveau d'Alan disjoncte. Il est de nouveau réprimandé par le réalisateur pour son manque de sérieux. Pour la prochaine tentative, Dorothea demande à Charlotte de jouer une femme au foyer innocente, et même Alan apprécie cette mise en scène. Cependant, quand Charlotte donne à Alan un surnom mignon et romantique, le soi-disant seigneur démon est de nouveau plongé dans une panique rougissante. Pour la tentative suivante, Dorothea ajoute Lu et Gosetsu pour animer les choses, et il se prépare pour la scène. L'ami d'enfance de ce loup solitaire, Charlotte, est kidnappé par des voyous, et il entre seul en territoire ennemi. Alan est immédiatement attaqué par les voyous, mais voyant Charlotte impuissante, il rassemble sa rage et les charge brutalement. Au moment où elle s'apprête à partir, Alan lui saisit la main et plaque Charlotte contre le mur. Mais comme il sort du script une fois de plus, une Dorothée enragée met fin à la scène, se plaignant de ses acteurs peu coopératifs. À court de ses propres idées étranges et farfelues, Dorothea décide de s'inspirer d'un grand classique intemporel, l'emblématique histoire de Cendrillon, où Gosetsu endossera le rôle de la cruelle belle-mère. Cette fois, l'alchimie est absolument incroyable et quelque chose de magique se produit. Charlotte nettoie le manoir, un lieu qui lui est très familier. À ce moment-là, sa méchante belle-mère arrive et lui dit grossièrement de nettoyer chaque recoin de la maison. Alors que Charlotte se noie dans sa propre tristesse, un sorcier apparaît et lui propose de l'emmener au magnifique palais du prince. Elle est vêtue d'une splendide robe et entre dans la salle de bal. La belle-mère est furieuse de la voir, mais le prince l'invite à entrer avec un grand sourire. Les deux se mettent alors à danser main dans la main, et à ce moment-là, même si le décor est faux, on aurait dit qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre dans la vraie vie. Pendant une pause d'hydratation, Lu apporte consciencieusement une boisson à Charlotte, mais ignore ostensiblement Alan. Mais étant la personne adorable qu'elle est, Charlotte propose de partager son eau avec lui. Dans l'esprit d'Alan, des lettres néon géantes s'illuminent immédiatement. Baiser indirect. Il hésite pendant 10 bonnes secondes, pris d'une panique romantique totale avant de refuser maladroitement. Même Dorothée félicite Charlotte pour son jeu d'actrice, mais dit à Alan de se ressaisir. C'est à ce moment que Charlotte a sa propre révélation
fascination. En le regardant, elle réalise avec un choc que ses yeux le suivaient constamment et son cœur bat la chamade comme jamais auparavant. Finalement, c'est l'heure du grand final. Cette fois, les frontières entre le jeu et la réalité se dissolvent complètement. Alan lui dit qu'il devrait continuer à danser, mais Charlotte pense qu'une maîtresse comme elle ne mérite pas de danser avec un prince. Alan ne semble pas s'en soucier du tout, mais juste à ce moment-là, Charlotte lui demande ce qu'il ressent vraiment pour elle. Puisque cette question n'était pas dans le script, Alan essaie d'avouer ses sentiments sincèrement. Mais soudain, un homme tout de noir vêtu défonce le mur du manoir tel un boulet de canon humain. Il renifle l'air théâtralement et déclare que Dorothée se cache dans cette maison. Cet homme est l'éditeur de Dorothée et on dirait qu'il n'a pas dormi depuis 30 ans. Il finit par trouver une Dorothée terrifiée, tremblant sous un tapis. La saisissant par le col, il marmonne que la laisser disparaître juste avant la date limite du manuscrit fut la pire erreur de sa vie. Pour sauver la face, Dorothée se vante de la façon brillante dont son sous-sol a dissimulé sa présence, mais l'éditeur répond qu'elle aurait pu mettre ce niveau de créativité dans son écriture. Suppliant pour sa vie, Dorothée implore Alan de l'aide, mais l'éditeur tend un lourd sac d'argent à Alan en compensation du mur détruit. Avant que quiconque ne puisse réagir, il emporte l'elfe noire hurlante hors du manoir et sur le dos d'un dragon qui attend. Maintenant, Alan et Charlotte sont seuls, dans un silence stupéfait, dans leur salon. Charlotte demande encore une fois à Alan ce qu'il ressent pour elle, ce qui les fait rougir tous les deux d'embarras. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau en grand par une Errada affolée. Elle arrive, complètement essoufflée, et crie que la petite sœur de Charlotte, Natalia, est en grand danger. En entendant le nom de sa petite sœur, le visage de Charlotte pâlit. Le souvenir la frappe instantanément et nous sommes plongés dans un flashback de sa vie misérable au palais d'Akel. Elle est traitée comme un chewing-gum sous une semelle par une bande de nobles snobs, forcés de frotter les sols pendant qu'ils se moquent d'Adèle. Mais dans cette mer de gens horribles, il y a une petite bouée, une douce petite fille nommée Natalia. Nous la voyons secrètement donner à manger à une Charlotte abattue. Ce petit geste de gentillesse était probablement la seule chose qui empêchait notre fille de perdre complètement la tête à l'époque. De retour au présent, une vague de panique submerge Charlotte alors qu'elle se réveille sur un immense bateau de croisière au milieu de l'océan. Sur le pont, Alan obtient tous les détails d'Eruka. Elle explique que Natalia est la demi-sœur de Charlotte et l'héritière légitime de la famille Evans. Plus important encore, elle était la seule personne dans tout le royaume maudit de Norad à avoir jamais défendu Charlotte. À ce moment-là, Charlotte les rejoint sur le pont et remercie Alan de l'avoir assommé la nuit dernière avec un sort. Grâce à lui, elle a passé une nuit paisible et a même rêvé de Natalia. Charlotte pointe ensuite le plus haut bâtiment et demande si c'est l'académie de magie. Alan lui dit que le bâtiment n'est que le dortoir des étudiants et que l'île entière est une académie de magie. Alors qu'il marche vers le centre-ville de l'île, Errada explique que la plupart des habitants de l'île sont tous plus ou moins liés à l'académie. Quand Alan demande comment Natalia a réussi à quitter le royaume de Nereus et à venir ici, Errada lui dit de rencontrer son père d'abord. Charlotte, qui n'avait aucune idée de la vie personnelle d'Alan, devient paranoïaque car elle n'était pas du tout préparée à rencontrer son père. Errada explique qu'Alan a quitté l'académie de magie il y a 3 ans sans en parler à personne. Leur père, qui est également le directeur de l'académie, était furieux, ce qui a provoqué une dispute qui a duré 3 jours et 3 nuits. On apprend qu'Alan a perdu ses parents alors qu'il n'était qu'un petit bébé et les Crawford l'ont recueilli. À cause de cela, il appelle parfois le directeur son oncle et il précise que bien qu'ils aient eu des différends, ils sont toujours en bons termes. Pendant ce temps, Charlotte se remet à pleurnicher car c'est la seule chose qu'elle ait faite jusqu'à présent. Comme toujours, Alan promet de l'aider à retrouver sa petite sœur, coûte que coûte. Soudain, une bagarre éclate à l'académie et tout le monde se rassemble pour regarder. C'est alors qu'on nous présente le directeur Harvey Crawford, le père d'Arata et d'Alan. Après avoir poussé un soupir de déception, il transforme les bagarreurs en glace en guise de punition, choquant tout le monde autour de lui. Quand Harvey remarque Arata qui tremble, il apparaît devant eux et salue tout le monde avec un sourire chaleureux. Il se présente ensuite formellement à Charlotte, ce qui la plonge dans un état de désarroi. Plus tard, ils s'assoient tous pour discuter et Harvey exprime sa joie de voir Alan avec sa petite amie. Mais avant qu'il ne puisse contester, Arata lui fait signe de se taire car c'est le seul moyen pour que Harvey n'évoque pas l'abandon de l'académie par Alan. Alan fait plusieurs tentatives maladroites pour faire allusion à ce plan à Charlotte, mais il n'arrive pas à lui faire un clin d'œil. Cependant, elle comprend déjà le message et se lève pour dire à Harvey qu'elle est en couple avec son fils. Pendant qu'Alan s'enthousiasme d'entendre tout cela, Charlotte mentionne aussi comment il lui apprend à faire des bêtises à la maison. Plus tard, Harvey demande à Alan s'il a déjà envisagé d'accepter leur offre secrète, mais Alan devient furieux et la rejette. Il insiste sur le fait qu'il sort actuellement avec Charlotte et veut rester à la maison avec elle. Apparemment, Harvey veut qu'Alan prenne sa place à l'académie et devienne le prochain directeur. Mais Alan n'a aucun intérêt pour cette voie car ça vient souvent avec trop de problèmes. Au cours de cette conversation, nous faisons la connaissance de la mère d'Alan et Arata, Lisa Crawford, qui semble beaucoup plus jeune que Harvey. Finalement, il commence enfin à parler de Natalia qui étudie actuellement dans cette académie. Depuis le scandale dans la famille Evans du royaume de Neruz, leurs vies personnelles sont en plein bouleversement. Ainsi, pendant que les anciens de l'élite s'efforcent de régler les choses, Natalia cherche refuge à l'académie sous prétexte d'étudier à l'étranger. Harvey ajoute que les rivalités factionnelles au sein de l'académie se sont récemment aggravées et que Natalia est profondément impliquée. À travers un miroir magique, il montre Natalia assise seule près de la fontaine, tandis qu'un groupe de voyous louches s'apprête à l'attaquer. Cependant, il s'avère que Natalia était la chef de ces brutes et elle les commande régulièrement. Malgré son apparence innocente,
La petite fille est extrêmement dangereuse, et il semble que tout le monde dans sa classe ait peur d'elle. Harvey pourrait facilement mettre fin à ces factions perturbatrices, mais il préfère ne pas utiliser la force pour donner une leçon à ses élèves. Puisqu'Alan était lui-même un fauteur de troubles à l'époque, Harvey veut qu'il guide Natalia dans son parcours. Sachant que cela rendra Charlotte heureuse, Alan accepte instantanément de le faire. Il s'approche doucement de Charlotte et lui demande si elle veut aussi rendre visite à sa sœur. Comme la jeune fille a sans voix, Alan suggère qu'avec ses pouvoirs magiques, elle peut changer d'identité et parler à Natalia sans révéler sa couverture. C'est une décision extrêmement lourde pour Charlotte car Natalia est sur le seul bon souvenir qu'elle ait du royaume de Nehruz. Alors, en prenant son courage à deux mains, Charlotte accepte de changer d'identité pour voir sa petite sœur. Pendant ce temps, Lou et Gozetsu sont ravis de rencontrer la sœur de Charlotte, ce qui lui réchauffe le cœur. Maintenant, Alan demande à son père de lui forger une fausse pièce d'identité pour Charlotte, car elle doit infiltrer l'académie en tant que son assistante. C'est la chose la plus osée qu'Alan ait jamais tenté de faire dans toute sa misérable existence. Puisqu'il prévoit d'exécuter cette mission dès le lendemain, Alan essaie de partir avec Charlotte, affirmant qu'ils ont réservé une chambre d'hôtel à proximité, mais Mère Crawford insiste pour qu'il reste à la maison pour la sécurité de Charlotte. Alan ne veut pas accepter cette stupide raison, même s'il sait qu'elle est vraie. Plus tard, alors qu'ils entrent dans leur chambre, ils sont tous deux choqués de ne trouver qu'un seul lit. Quand Mère Crawford interroge Alan sur leur relation, il se sent mortifié et admet qu'un lit simple est probablement la meilleure option pour eux. Après son départ, Charlotte dit timidement à Alan qu'ils doivent se coucher tôt, car demain est un grand jour pour eux. Alors que tous deux sont à nouveau couchés dans le même lit, Alan s'excuse maladroitement auprès de Charlotte d'avoir rendu les choses étranges pour elle. Mais elle lui dit timidement qu'elle aime être près de lui, ce qui panique encore plus ce nerd. Pour échapper à cet enfer, Alan essaie de se jeter un sort de sommeil, mais pour une raison quelconque, ça ne marche pas. Il réalise vite que le lit est fait de matériaux désactivant la magie, une blague classique de sa petite sœur, Arata. Coincés dans le même lit et bien éveillés, les deux amants secrets commencent à discuter. Charlotte dit combien c'est merveilleux, sa famille est et pense que ses parents forment un couple idéal. Cela fait imaginer à Alan une vie dans laquelle il serait vraiment en couple avec Charlotte. Il se redresse brusquement pour littéralement chasser cette pensée de sa tête comme un chien mouillé. Mais les choses ne vont que se compliquer davantage. Charlotte lui demande à nouveau ce qu'il ressent vraiment pour elle, le mettant dans une situation délicate. Alan veut voir Charlotte tous les matins, boire du thé ensemble et faire toutes les choses stupides que les couples sont censés faire. Mais il se retient de lui avouer ses sentiments, car s'il se montre honnête, Charlotte se sentirait obligée de lui rendre ses sentiments. De la même manière, étant donné que Charlotte est une criminelle recherchée, elle estime ne pas avoir le droit de rêver à une relation amoureuse avec Alan. Bien qu'elle l'aime profondément, Charlotte ne souhaite pas devenir un fardeau pour lui. Finalement, la question demeure sans réponse, et elle se détourne silencieusement pour s'endormir. Juste derrière le mur, une Arata espionne pousse un soupir de frustration, car elle voulait vraiment entendre des sons de la chambre de son frère. Le lendemain matin, les deux amants maladroits se préparent pour leur mission. Alan jette un sort de métamorphose et modifie complètement l'apparence de Charlotte. Bien qu'il trouve les lunettes attrayantes sur elle, Lou et Gozetsu le reconnaissent immédiatement comme la préférence personnelle d'Alan. Plus tard, ils arrivent à l'académie et aperçoivent Natalia qui trône près de la fontaine. Dès qu'elle les voit, Natalia se met sur la défensive et prend une position d'attaque avec ses amis. Quand Alan se présente, une vague de terreur se propage parmi les subalternes. Ils commencent à chuchoter des histoires sur le grand seigneur démon qui a rasé une montagne à lui seul lors de son duel infâme avec le directeur. Ignorant les murmures, Alan présente Charlotte déguisée comme la nouvelle préceptrice privée de Natalia, envoyée par le directeur lui-même. Comme Natalia est froide et dédaigneuse, elle refuse toute aide et s'en va tout simplement. Charlotte reste là, stupéfaite de gratitude, car elle a enfin pu revoir sa petite sœur. Voyant cela, Alan la rassure doucement, lui disant qu'elle vivra d'autres jours mémorables à l'avenir. Plus tard, tous deux suivent de Natalia à son cours, où elle corrige nonchalamment la formule du professeur. Alan et Charlotte sont sincèrement choqués par son immense intellect magique. Pour briser la glace, Alan demande à Natalia d'enseigner quelques tours à sa nouvelle assistante, qui débute. D'abord, Natalia se demande s'il tourne une farce, mais sa résolution glaciale fond quand elle voit l'enthousiasme sincère et enfantin sur le visage de Charlotte. Dehors, Natalia commence à l'interroger, lui demandant avec insistance pourquoi elle désire tant apprendre la magie. Charlotte lui confie qu'elle a toujours été protégée par Alan, mais qu'elle souhaite désormais être autonome. Natalia perçoit la pureté sincère de son cœur et accepte de lui transmettre toutes les connaissances magiques qu'elle possède. Leur moment est alors interrompu. Lou et Gozetsu arrivant tranquillement avec le déjeuner. Natalia en reste bouche bée en voyant un Fenrir et un capybara infernal agir comme des animaux de compagnie bien dressés. Même les étudiants de l'académie n'en croient pas leurs yeux. Plus tard, pendant qu'elle mange, Natalia se demande pourquoi quelqu'un qui peut contrôler des bêtes magiques veut apprendre la magie d'un petit enfant. Charlotte lui dit simplement que Lou et Gozetsu ne sont pas des bêtes à contrôler, ce sont ses amis, puis elle s'inquiète du régime de malbouffe de Natalia comme une vraie grande sœur et propose de lui apporter une salade saine. Natalia ne comprend pas pourquoi Charlotte est si gentille avec elle, alors Alan essaie de détourner la conversation. Il parle du royaume de Nehruz et tente de l'interroger sur la jeune femme dont on parle dans les journaux, Charlotte. Immédiatement, le visage de Natalia se pétrifie et elle avertit froidement le seigneur démon de ne plus jamais prononcer ce nom-là. Au moment où elle s'apprête à partir, Natalia se retrouve face à son rival, un étudiant suffisant nommé Chris, qui ressemble à un skateur à la retraite. Il essaie de provoquer Natalia, mais elle le congédie, lui disant de prendre rendez-vous pour un duel. Alors que Chris et ses amis quittent le couloir, l'un d'eux pousse délibérément Charlotte à terre et l'humilie. Telle une vipère, Natalia fonce sur eux et terrasse deux des voyous avec une vitesse fulgurante. Une bagarre générale est sur le point d'éclater à la cafétéria, mais Alan intervient, arrêtant Natalia d'une légère tape sur l'épaule. Il lui dit nonchalamment de s'asseoir et de regarder comment on gère vraiment les ennemis.
Puis Alan active une barrière subspatiale, piégeant Chris et ses acolytes terrifiés à l'intérieur. Alors que cette situation ressemble à une expérience DMT de Joe Rogan, ils s'en prennent au grand seigneur démon. Mais Alan les terrasse sans le moindre effort, les ligotant avec des chaînes magiques. Il rassemble alors un orbe tourbillonnant d'énergie sombre et destructrice, un sort destiné non seulement à punir, mais à leur faire regretter d'avoir osé toucher à Charlotte. Mais au moment où il s'apprête à déchaîner l'anéantissement, un éclair déchire l'air, frappant son sort et brisant la barrière. L'attaque vient de Charlotte qui se tient là et le réprimande pour être allé trop loin. Plus tard, dans le jardin, Charlotte fait la morale aux deux bagarreurs sur la bienséance. N'ayant pas d'autre choix, Alan et Natalia s'excusent de leur comportement précédent. À ce moment-là, Natalia a développé un nouveau respect pour eux deux. Pendant qu'ils discutent, elle et Alan parlent des rapides progrès de Charlotte en magie de la foudre et se demandent comment cette folle a pu devenir si puissante. Saisissant l'occasion, Alan implante une idée audacieuse dans l'esprit de Natalia. Il lui dit qu'avec son pouvoir, elle ne devrait pas être qu'une chef de faction, elle devrait viser à prendre le contrôle de toute l'académie. Le lendemain, la dernière membre de l'équipe, Arata, entre dans la bibliothèque. Natalia la jauge immédiatement, commentant qu'elle doit être une puissante sorcière à part entière. Mais Arata reste humble et admet qu'elle a encore beaucoup à apprendre du grand seigneur démon. Maintenant que l'équipe est réunie, Alan expose sa grande stratégie pour la mainmise hostile de Natalia sur l'académie. Il dit qu'il ne suffit pas d'être forte, elle doit dominer dans tous les domaines, les études, les expériences magiques et les concours publics pour prouver qu'elle est la leader incontestée de cet endroit. Cependant, la première étape est une humiliation publique de sa principale rivale, Chris, lors d'une épreuve dans un donjon. L'objectif est simple, récupérer un drapeau du niveau le plus profond, et Natalia est déjà bouillonnante de rage. Mais Alan comprend cette émotion, alors il révèle secrètement à Natalia une route cachée dans le donjon pour l'aider à gagner le combat. En bref, Natalia parvient à terminer le donjon en un temps record de 30 minutes. En conséquence, un Chris profondément humilié s'éloigne une fois de plus, presque comme s'il avait une étrange attirance pour l'humiliation. Plus tard, Natalia montre un donjon très restreint, curieuse de savoir pourquoi l'accès en est interdit. Yuka explique que le boss du donjon est une créature très agitée en pleine saison de ponte, ce qui la rend dangereusement imprévisible. Pendant ce temps, nous apprenons qu'Alan avait désigné Gozetsu comme sergent instructeur pour les disciples de Natalia afin de compléter le processus de renforcement. Elle les soumet sans relâche à un programme d'entraînement d'enfer très rigoureux pour s'assurer que les adeptes puissent soutenir correctement leur chef. Étant donné que la petite fille a faim, Charlotte l'accompagne jusqu'à la cafétéria, tandis qu'Alan et Arata sourient aux deux sœurs qui, enfin, tissent des liens. Cette nuit-là, à la cafétéria, on découvre une toute nouvelle facette de Charlotte. Elle n'est plus la fille agaçamment timide qui comptait les lattes du plancher, car maintenant, elle gave Natalia de légumes avec assurance et la réprimande pour ses habitudes de malbouffe. À peine a-t-elle fini un bol de salade que Charlotte lui entend un autre. Arata dit à Alan que ces deux-là ont déjà commencé à agir comme des sœurs, même si Natalia ne le sait pas encore. Alan révèle que Natalia a été extrêmement impolie avec lui la dernière fois qu'il a mentionné Charlotte, donc ils doivent faire attention à ses problèmes délicats de sœur. Pendant ce temps, Natalia ne semble pas mal prendre le fait qu'on la materne. En fait, elle apprécie tant la compagnie de Charlotte qu'elle lui propose de lui enseigner une magie avancée. Charlotte accepte avec joie et elle prévoit de commencer l'entraînement tôt le lendemain matin, mais leur conversation est interrompue lorsque les disciples de Natalia arrivent en courant, suppliant d'être enseignés aussi. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gozetsu apparaît et fait claquer un fouet avant de les renvoyer à l'entraînement. Plus tard cette nuit-là, Alan porte Natalia, épuisée et à moitié endormie, jusqu'à sa chambre, accompagnée de Charlotte et de ses amis lézards. Tous sont surpris de voir à quel point Natalia a étudié dur pendant son temps libre. Quand Alan la pose doucement sur le lit, son regard tombe sur un petit sac. Le pervers n'a aucun respect pour son intimité et il essaie de voir ce qu'il y a dedans, mais le sac est scellé par un sort anti-pervers. Alan est impressionné par ses talents magiques. À ce moment-là, une des amies de Natalia explique que le sac est sa possession la plus précieuse, quelque chose qu'elle ne laisse jamais personne voir. Au moment où le lézard s'apprête à partir, nous voyons Chris, la rivale de Natalia, surprendre leur conversation sur l'importance du sac. Tandis que la petite fille dort paisiblement, Charlotte partage ses souvenirs d'autrefois avec Natalia. Comment elle avait l'habitude de lui lire des histoires avant le coucher, mais à présent, elle préfère garder son identité secrète parce que Natalia n'avait jamais évoqué sa famille à Charlotte jusqu'à ce jour. Elle s'inquiète que ses souvenirs puissent rouvrir de vieilles blessures et qu'il est plus prudent pour elle de rester anonyme. Dans un moment de tendresse, Alan lui conseille doucement de ne pas se presser. Il conseille à Charlotte que certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Comme si ce n'était pas assez effrayant, Gozetsu ajoute aussi qu'ils veilleront sur Natalia depuis l'ombre jusqu'au moment opportun. Le lendemain matin, Charlotte se lève tôt pour sa leçon de magie avec Natalia et sort discrètement de la pièce. On voit ensuite les deux sœurs pratiquer d'intenses sorts magiques ensemble, se poussant mutuellement à apprendre et à progresser. Après leur séance, les deux s'assoient nous pour une tasse de thé et Charlotte remercie la petite d'avoir été une si bonne professeure pour elle. En entendant cela, Natalia devient un peu émue car Charlotte lui a fait se souvenir de tous les bons souvenirs qu'elle avait avant de venir à l'académie. Alors que Charlotte se demande si Natalia parle d'elle, la petite fille l'invite dans sa chambre en disant qu'il y a quelque chose d'important qu'elle veut lui montrer. Mais quand elles arrivent, les filles découvrent que la chambre a été cambriolée et que le précieux sac de Natalia a disparu. À sa place, il y a un mot de Chris où il défie Natalia en duel dans le donjon interdit. Il exige qu'elle vienne seule si elle veut revoir son précieux sac. Sans hésiter un instant, Natalia accepte le défi et dit à Charlotte de garder le secret du grand seigneur démon avant de foncer vers le donjon.
Quelque temps plus tard, un Alan inquiet part à la recherche de Charlotte, mais il tombe sur les adeptes terrifiés de Natalia. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Charlotte et commencent à paniquer. Alan sait que Charlotte n'agira jamais de manière impulsive, mais il ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi elle a disparu. À ce moment-là, un ami de Chris s'approche d'Alan et lui avoue tout. Il révèle que Chris a attiré Natalia dans le donjon interdit pour qu'elle soit humiliée à nouveau, et il supplie le Seigneur Démon de l'aider. Réalisant la gravité de la situation, Alan se porte volontaire pour aller dans la zone de danger afin de secourir les petits. Pendant ce temps, au plus profond du sombre donjon, Chris expose les termes de leur duel tordu. Il voulait combattre Natalia ici, pour garder son fétiche d'humiliation secret. Puis Chris jette un sort de protection sur le sac de Natalia et le lance au fond du labyrinthe infesté de monstres. Le premier à le récupérer gagne et la bataille commence. D'autre part, tout le monde prévient Alan que le donjon est extrêmement dangereux, mais il assure à tous qu'il est le grand seigneur démon et qu'il ira bien. Cependant, Alan dit secrètement à Gozetsu d'informer son père du donjon car il pourrait ne pas revenir vivant. De retour dans le donjon, Natalia réussit à s'emparer du sac en premier et demande à Chris d'admettre qu'il a besoin de thérapie. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le sol commence à trembler violemment. Une chimère monstrueuse et grognante surgit des ombres, ses yeux brillant d'une rage ardente. Les deux jeunes sorciers tentent de fuir et de se cacher tout en se disputant encore, mais le tentacule de la bête les localise en un instant. Dans un acte de courage surprenant, Chris dit à Natalia de courir car il préférerait se suicider plutôt que de parler à un thérapeute et prend l'entière responsabilité du désordre qu'il a créé. Il lance un sort puissant mais cela égratigne à peine la bête. Remplie d'une fureur aveugle, la chimère riposte avec un puissant faisceau d'énergie brûlante qui s'abat violemment sur Natalia, la blessant gravement à la jambe. Puis la créature se dresse lentement au-dessus de la pauvre fille, prête à lui asséner le coup de grâce. Mais heureusement, un énorme éclair s'abat avec fracas sur son flanc. Charlotte est arrivée pour sauver la vie de sa petite sœur. Elle traîne les enfants en sécurité et soigne rapidement la blessure de Natalia. La petite fille capricieuse se met en colère contre Charlotte car elle lui avait explicitement dit de ne pas s'immiscer. Cependant, elle dit à Natalia que peu importe sa force, elle n'est encore qu'une enfant. Ce simple geste d'attention fait tomber toutes les barrières de Natalia. Elle serre contre elle son précieux sac et la voix tremblante sous le coup de l'émotion, Natalia explique pourquoi il est si important pour elle. Pendant ce temps, nous voyons le grand seigneur démon courir dans le donjon car la principale menace n'est pas Chimère, c'est Slimander, la bête mystique géante. Alors que la carapace de Natalia cède naturellement, elle interroge Charlotte sous son déguisement sur ce qu'elle sait du scandale de la famille Evans. La petite fille affirme avec conviction qu'il est absolument impossible que sa sœur ait pu commettre de tels crimes. Natalia est convaincue que c'était un piège, une machination orchestrée par le prince pour mettre fin au jour de sa sœur. Charlotte demande si elle déteste sa sœur pour ce gâchis, mais Natalia affirme que la seule personne qu'elle déteste vraiment, c'est elle-même. Elle ne pourra jamais se pardonner de ne pas avoir pu sauver sa précieuse sœur quand cela comptait vraiment. Natalia révèle qu'après la fugue de Charlotte, la famille a osé jeter toutes ses affaires et ce sac contient le seul souvenir qu'elle a pu en sauver. C'est son seul lien, la seule chose qui lui fait croire que sa sœur est toujours en vie. Natalia raconte à Charlotte ses tentatives désespérées pour localiser sa sœur par la magie, mais chaque sort était mystérieusement bloqué par une force d'une puissance écrasante. Elle croit qu'un ravisseur tordu, un pervers puissant, doit retenir sa sœur enfermée et utilise sa magie pour la cacher. Natalia jure même de réduire en miettes le salaud qui lui a arraché sa sœur. Cependant, elle ajoute les larmes aux yeux que chaque fois qu'elle discute avec Charlotte, elle retrouve des bribes de sa sœur dans ses paroles et ses expressions. C'est alors que Chris se met à pleurer comme une petite fille après avoir entendu l'histoire de Natalia. Il s'excuse même auprès d'elle d'avoir été si pénible. Soudain, le sol tremble violemment et le maître du donjon apparaît, une salamandre mythique, massive et furieuse. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Sachant que Natalia était blessée, Charlotte demande à Chris de la mettre en lieu sûr. Elle tient alors bravement sa position et déchaîne une puissante attaque éclair, mais cela ne fait presque aucun effet à la bête colossale. Alors que Charlotte s'enfuit pour distraire la salamandre, celle-ci riposte avec une vague de feu pur. Le contre-coup magique est trop puissant pour Charlotte, ce qui la projette à travers le donjon. Cette attaque brise son sort de métamorphose et son déguisement s'estompe, révélant enfin son vrai visage d'anime stupide. Au moment où la salamandre s'apprête à se porter le coup fatal, le grand seigneur démon fait son apparition devant sa petite amie. Pour la première fois, Natalia et Chris sont témoins de la véritable et terrifiante puissance du grand seigneur démon alors que l'île entière tremble sous sa force. Pendant ce temps-là, au sein de l'académie, son père espère calmement qu'Allen se suicide dans cette bataille. À la stupéfaction de tous, dans le donjon, la salamandre s'arrête brusquement d'attaquer et se met à se comporter comme une petite amie affamée. C'est alors que Mère Crawford fait son entrée et dit aux enfants de faire attention à partir de maintenant. Voyant Natalia et Chris perplexes, Mère Crawford explique qu'Allen a élevé la salamandre depuis qu'elle n'était qu'un tout petit bébé, si bien qu'elle le considère désormais comme son père. Une fois le chaos apaisé, Chris s'excuse auprès du directeur Crawford qui pardonne généreusement au jeune garçon. Alors que Charlotte reprend enfin connaissance, elle s'excuse auprès de Natalia de l'avoir trompée avec son faux déguisement. Cependant, la petite fille n'y prête aucune attention et à la place, elle pose une multitude de questions à Charlotte afin de s'assurer que c'est bien sa grande sœur venue du palais. Natalia est submergée par l'émotion après avoir enfin retrouvé sa sœur et sort un livre de son précieux sac. Elle souhaite que Charlotte lui lise ce livre une dernière fois, ce qui pousse les deux sœurs à s'étreindre en pleurant. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils s'apprêtent à quitter l'université, les joyeuses retrouvailles prennent une tournure inattendue. Puisque la magie écrasante d'Allen est la même magie qui l'a empêché de retrouver sa sœur, la douleur de Natalia s'est instantanément transformée en fureur protectrice. Elle accuse Allen d'être le pervers tordu qui a kidnappé sa sœur. Avant même qu'il n'ait pu expliquer la situation,
situation, Natalia déchaîne un barrage de sorts magiques. Toute l'université regarde, amusée, tandis que le grand seigneur démon s'enfuit pour sauver sa vie devant une minuscule petite fille. Quelques jours plus tard, de retour au manoir, Allen et Charlotte savourent enfin un instant de paix, mais ils sont de nouveau interrompus par Mia à sa manière habituelle. Elle tend à Allen un étrange paquet contenant une carte avec un cercle magique. Alors qu'il y déverse sa magie, un portail s'ouvre en grand dans le salon. Soudain, Natalia surgit du portail et assène une gifle au seigneur démon. Uruka et Mia sourient de cette altercation et expliquent que Natalia voulait rendre visite à sa sœur aînée, alors elles lui ont préparé une visite surprise. Puis, Natalia insiste pour savoir où se trouve Allen, ignorant qu'elle lui piétinait le visage depuis le début. Allen dit sévèrement aux jeunes filles qu'il est le propriétaire de la maison, mais Natalia le défie en duel. Juste avant cette violente dispute, la porte d'entrée s'ouvre brusquement sur Dorothea et Allen se prend encore une claque au visage. Elle vient les remercier de l'inspiration et demande nonchalamment s'il y a eu des progrès dans leur romance, car son éditeur réclame déjà une suite. Elle veut à nouveau loger chez Allen, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, tout le monde s'enthousiasme à cette seule idée. Ce soir-là, ils s'installent tous pour dîner, formant une famille chaotique, dépareillée, mais indéniablement heureuse. Plus tard, Charlotte se réveille de son sommeil et va trouver Allen, son réconfort dans les moments difficiles. En voyant Charlotte, Allen décide d'essayer une dernière chose coquine qu'il a toujours voulu tenter avec elle la nuit. Pourtant, ce n'est finalement qu'une stupide cheminée. Tandis qu'ils savourent une tasse de thé chaud, les deux contemplent les étoiles de minuit au-dessus d'eux. C'est alors qu'Allen pose sa main sur celle de Charlotte et elle accepte ouvertement son amour. Un baiser semble inévitable à cet instant, mais alors que leurs lèvres sont sur le point de se toucher, Allen se lève et crie à tout le monde de sortir. Tout le groupe émerge timidement de leur cachette, gémissant de déception d'avoir manqué le moment clé. L'histoire ne se termine pas par une confession discrète. Au lieu de cela, elle s'achève avec une famille bruyante, aimante et chaotique que Charlotte n'avait jamais connue. Son cours intensif de bêtises est enfin terminé. Mais ensuite, nous voyons le prince du royaume de Narus ordonner à ses sbires de capturer Charlotte sans tarder. Si vous voulez qu'on couvre la saison 2 de cet anime, commentez vilain ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.